And the decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of of Ukraine. What's going on internationally? How do we get to the place where, Putin decides he's going to just invade Russia? Nothing like this has happened in World War II. Good day, this is Dimitri Lascaris coming to you from Kalamata, Greece for Reason to Resist on August 16th, 2025. Hier, le président russe Vladimir Poutine et le président américain Donald Trump se sont rencontrés face à face pour la première fois depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche en janvier de cette année. Leur rencontre a eu lieu en Alaska. Voyons ce qui s'est passé après l'atterrissage de l'avion du président Poutine sur la base aérienne américaine Delmenhorst-Richardson en Alaska. Monsieur le Président Poutine, accepterez-vous un cessez-le-feu? Monsieur le Président, quel est votre message à Vladimir Poutine? Monsieur Poutine, avez-vous sous-estimé l'Ukraine? Président Poutine, allez-vous arrêter de tuer les civils? Monsieur le Président, comment les États-Unis peuvent-ils faire respecter votre parole? Merci, presse, merci. Alors, comme vous venez de l'entendre, une journaliste avec un accent typiquement américain a posé plusieurs questions au président russe, y compris celle-ci. Président Poutine, allez-vous arrêter de tuer des civils? Imaginez que les journalistes corporate américains posent de telles questions aux présidents américains eux-mêmes ou à leurs alliés comme Benjamin Netanyahou. Quoi qu'il en soit, le président Poutine n'a répondu à aucune de ces questions et, comme vous l'avez vu, a pointé son oreille comme pour dire qu'il ne pouvait pas entendre les questions à cause du rugissement des réacteurs. Vous avez peut-être aussi remarqué que lorsque les deux présidents se sont dirigés vers le podium, ils ont regardé vers le ciel, tandis que l'on pouvait entendre des avions voler au-dessus d'eux. Un bombardier furtif américain B-2, accompagné de plusieurs avions de chasse américains. Les deux présidents se sont ensuite rencontrés face à face pendant 3 heures, ou en fait un peu moins si j'ai bien compris. Le président Poutine était accompagné lors de cette réunion du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et de son conseiller en politique étrangère, Yuri Ushakov. Le président Trump était accompagné du secrétaire d'État américain Marco Rubio et du soi-disant émissaire de paix de Trump, Steve Witkoff. Leur réunion à huis clos devait durer jusqu'à 7 heures, mais comme je viens de le mentionner, elle a duré moins de 3 heures. Ensuite, les deux présidents ont prononcé des discours lors d'une conférence de presse d'environ 12 minutes, mais n'ont répondu à aucune question. Le président Poutine, si j'ai bien compris, est retourné sur le territoire russe après la conférence de presse et n'a pas passé la nuit sur le sol américain. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être à nouveau rejoints par John Elmer. John est le correspondant étranger en poste depuis le plus longtemps en Russie et le seul journaliste occidental à diriger son propre bureau indépendamment des liens commerciaux nationaux. Né et éduqué en Australie puis à l'université de Harvard, John a également été professeur de sciences politiques, de sociologie et de journalisme, et conseiller auprès de gouvernements, notamment ceux de Grèce et d'Australie. Il a également publié plusieurs livres sur des sujets militaires et politiques. Son dernier texte est Novichok, le poison britannique qui a trompé le monde. John, commençons par l'arrivée du président Poutine en Alaska. Comme je l'ai mentionné, il y a eu un survol d'un bombardier furtif B-2. Oui. Qu'en avez-vous pensé et quelles ont été vos impressions générales sur la manière dont le président Trump a choisi de recevoir le président Poutine? Eh bien,
Il y a beaucoup de choses visibles dans le clip que vous avez montré. Vous avez également oublié quelques éléments sur lesquels je reviendrai dans une minute. Dans l'ensemble, ce dont le président Trump a fait état était une démonstration caractéristique de puissance létale. Il ne s'agit pas seulement de faire survoler le B-2 accompagné de 4 avions de chasse d'escorte et de s'arrêter pour regarder. La garde d'honneur n'était pas un rassemblement de soldats présentant des armes. C'était une série d'avions de chasse F-22. La base aérienne Elmendorf-Richardson est une base aérienne d'interception de chasseurs. C'est une base de défense contre les attaques entrantes. Ce n'est pas une base de bombardiers. Les B-2 ne sont pas basés à Elmendorf. L'affichage des F-2 comme garde d'honneur était une tentative par Trump de suggérer ce qu'il a réellement dit plus tard et déclaré dans l'interview de Fox News, qu'il a donnée immédiatement après la conférence de presse. Les armes américaines sont les plus puissantes du monde. La capacité des États-Unis à infliger de la violence est la plus grande au monde. Nous venons ainsi de faire la paix en lançant une attaque de bombardiers B-2 sur l'Iran, et ainsi de suite. Nous avons déjà vécu cela, notre public est très familier avec ça. Avant de continuer, John, je voudrais juste poser une question à ce sujet. Vous ne l'avez pas vraiment vu dans le clip que j'ai montré, mais de chaque côté du tapis rouge, pour monter sur le podium, il y avait des avions de chasse. Mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'on ne voit que le nez d'un ou deux d'entre eux dans ce clip, mais quand on les voit en entier, je n'ai vu aucune marque sur ces avions de chasse et on aurait dit que toutes les marques qui avaient été présentes avaient été peintes ou repeintes. Vous êtes sûr qu'il ne s'agissait pas d'avions de chasse russes, mais d'avions de guerre américains? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Absolument. Non, aucun avion russe, à ma connaissance, n'a pénétré l'espace aérien américain. Seulement l'avion civil, transportant le président Poutine en dernier, mais aussi les ministres d'État venus la veille, ainsi que la presse. Il y a d'autres éléments que vous avez laissés de côté parce que c'est très subtil et peut-être que nous pouvons évoquer le fait qu'il y a une sorte de, appelons cela un ensemble secret ou subliminal, de signaux qui sont très importants pour corroborer ce que je crois avoir été la différence entre l'interprétation de la source russe de ce qui s'est passé et la frustration de Trump qui a fait bonne figure face à ce qui s'est passé. La brièveté même de ce qui s'est passé par rapport au calendrier. D'ailleurs, le calendrier a été annoncé à l'avance par le Kremlin. La Maison-Blanche a été lente à mettre sur place un itinéraire officiel et elle a été très lente à identifier combien de personnes faisaient partie de la délégation américaine et qui participeraient. Combien d'événements il y aurait, dans quel ordre et pendant quelle durée. Ce qui s'est passé était donc bien trop peu, bien trop court pour permettre une négociation sur les conditions. Deuxièmement, ce fut un succès significatif du point de vue russe. Je vais vous expliquer cela dans une minute. Et troisièmement, le président Poutine a livré une performance qui s'adressait de manière très collective au public russe. Il a mobilisé la veille plus de 20 responsables au Kremlin pour discuter de ce qui allait être discuté. Et il avait parlé au téléphone, avec presque tous les alliés de la Russie au cours de la semaine précédente, de ce dont il allait discuter. Avant d'entrer dans le vif du sujet, car je pense qu'il serait utile pour nous de montrer des extraits de la conférence de presse, et ensuite je voulais que, après que notre public ait eu l'avantage de voir certains de ces extraits, vous nous donniez votre point de vue sur ce qui s'est réellement passé. Mais je ne veux pas vous empêcher de poursuivre votre analyse de ce qui s'est passé à l'arrivée de Vladimir Poutine. Alors si vous avez quelque chose de plus à dire à ce sujet, s'il vous plaît, allez-y. Sinon, j'aimerais montrer quelques extraits avant de continuer à parler de ce qui s'est passé. Permettez-moi d'évoquer rapidement ce qui s'est passé visuellement et qui a montré à quel point le président Poutine avait le contrôle.
Ce que vous n'avez pas vu lorsque chaque président est sorti de son avion, c'est que c'était toute une cérémonie. Chaque président des deux États les plus puissants de la planète en termes d'armement nucléaire sort de son avion et marche vers l'autre, en quelque sorte sur le territoire américain. Dans la démarche de Poutine, il lève les deux pouces en marchant vers Trump. C'est une longue marche et il fait ça et on peut à peine le voir, mais j'ai passé beaucoup de temps à regarder ça attentivement. Et il existe des analyses du langage corporel qui ralentissent les choses et vous permettent de regarder. Ce que Poutine faisait, c'était envoyer un signal à Trump. Nous en sommes d'accord. Ne vous inquiétez pas, tout est réglé. Comme le pensent mes sources russes, tout ça avait été convenu avant leur arrivée, ce qui explique beaucoup de choses qui ont suivi. Deuxièmement, lorsque le président Poutine a rencontré l'émissaire Stephen Witkoff au Kremlin le week-end précédent, il a fait une révérence de tête très inhabituelle à Witkoff lors de la poignée de main de bienvenue au Kremlin. Je ne l'avais jamais vu auparavant. Les présidents ne s'inclinent jamais devant les messagers. Maintenant, je connais beaucoup de gens qui ont entendu expliquer cela avec une image. C'est une coutume pour les adeptes du judo, comme le président Poutine, de faire ce genre de choses. Non, les saluts au judo viennent de la taille, jamais de la tête. Ce que Poutine a fait, c'est rester impitoyable tout au long de son accueil. Il n'a jamais hoché la tête, il ne s'est pas incliné devant Trump. Il y était très sensible. Il s'est incliné en fin de journée. Et pour en venir à ça, c'est quand il est allé déposer des fleurs sur les tombes des pilotes soviétiques tués lors des opérations de ravitaillement de la Seconde Guerre mondiale. Il s'inclina, se signa et déposa des fleurs sur chacune des tombes. C'est la seule fois, et c'est tout à fait dans la tradition chrétienne orthodoxe, qu'il a fait ce qu'il a fait. Ce qu'il a montré à cette occasion était une démonstration physique de son refus de céder de manière déraisonnable aux États-Unis. Et ce que Trump a montré, avec sa démonstration de puissance, était la démonstration déraisonnable habituelle de la puissance américaine. J'espère que ceci explique cela. Mais il y a beaucoup plus de langage corporel dont nous pouvons parler, parce que c'est une explication raisonnable de ce qui a réellement commencé à se produire. Mais regardons la conférence de presse pour que je puisse vous dire qui n'est pas venu et pourquoi. D'accord. Donc, comme je l'ai indiqué, la conférence de presse a duré un peu plus de 12 minutes. Il est intéressant de noter que le président Poutine a parlé pendant près de 8 de ces 12 minutes et que plus de la moitié de son temps, peut-être même les 2 tiers, a été consacré à discuter des aspects positifs de la relation historique entre la Russie et les États-Unis, ainsi que du fait que les deux nations sont des voisins proches, littéralement à quelques kilomètres l'un de l'autre, territorialement parlant. Le président Poutine a ensuite déclaré ceci à propos de la guerre en Ukraine et de sa relation avec le président Trump. Et vous savez très bien que l'un des problèmes centraux était la situation autour de l'Ukraine. Nous voyons les efforts de l'administration et du président Trump, personnellement, pour faciliter la résolution du conflit ukrainien, et ces efforts, pour aller au cœur du problème afin de comprendre cette histoire, sont précieux. Comme je l'ai dit, la situation en Ukraine est liée aux menaces fondamentales qui pèsent sur notre sécurité. De plus, nous avons toujours considéré la nation ukrainienne, et je l'ai dit à plusieurs reprises, comme une nation sœur. Aussi étrange que cela puisse paraître, dans ces conditions, nous avons les mêmes racines. Et tout ce qui se passe est pour nous une tragédie et une terrible blessure. Le pays est donc sincèrement intéressé à y mettre un terme. En même temps, nous sommes convaincus que pour que le règlement soit durable et à long terme,
Nous devons éliminer toutes les racines premières, les causes premières de ce conflit, et nous l'avons dit à plusieurs reprises. Nous devons prendre en compte toutes les préoccupations légitimes de la Russie et rétablir un juste équilibre de sécurité en Europe et dans le monde dans son ensemble. Et je suis d'accord avec le président Trump lorsqu'il a déclaré aujourd'hui que la sécurité de l'Ukraine doit naturellement être assurée également. D'accord. Donc, John, le gouvernement russe dit depuis au moins juin de l'année dernière que pour mettre fin à la guerre, les causes profondes de la guerre devront être traitées. Et nous venons d'entendre cela de la part du président russe, à nouveau, après cette réunion de près de 3 heures, en face à face avec le président Trump. Or, lors de cette conférence de presse, il n'a pas réitéré quelles étaient les causes profondes. Mais nous savons, d'après les déclarations antérieures, dont beaucoup non seulement du président Poutine, mais aussi de divers hauts fonctionnaires de l'administration Poutine, qu'elles incluent l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, la militarisation de l'Ukraine, quelque chose que la Fédération de Russie veut annuler, le mépris de Kiev pour les droits des russophones d'Ukraine, et bien sûr la question territoriale de savoir qui aura la souveraineté sur les 4 oblasts que la Russie a annexés et sur la Crimée. En amont de cette réunion, Donald Trump a affirmé qu'il y aurait des échanges de territoires entre la Russie et l'Ukraine. Lui, ainsi que d'autres responsables de l'administration Trump, ont fortement laissé entendre que la Russie était prête à faire des concessions majeures sur ses principales revendications. Mais je n'ai rien entendu lors de cette conférence de presse et je n'ai vu aucune déclaration du gouvernement russe depuis la fin de la conférence de presse. Et au fait, je suis allé sur le site web de TASS et je n'ai rien vu qui nous ait éclairé sur ce qui s'est passé. Du moins, moi, je n'ai rien vu. Je suis allé sur le site de RT International, je suis allé sur le site web du bureau du président russe et je n'ai rien vu qui me fasse penser qu'il y a eu des concessions faites par la Russie. Les principales exigences de la Russie, souvent répétées, ont été rejetées. Ma question est donc la suivante. Avez-vous une quelconque indication, soit lors de la conférence de presse, soit dans les déclarations ultérieures de responsables fiables, que les exigences fondamentales de la Russie auraient sensiblement changé? Non. Catégoriquement, non. En effet, ce qui se passe ici, d'après moi, mais disons les choses autrement, d'après les sources russes, nous avons tous eu une très longue nuit d'un point de vue russe, donc les gens sont groggy, les gens sont aussi un peu euphoriques. La ligne de relations publiques de l'État, et vous avez mentionné RT, qui est un organe de relations publiques d'État, sont beaucoup plus fiables. La source à suivre dans des événements comme celui-ci est RIA Novosti, qui vous donne des balises temporelles, pas à pas, moment par moment, de ces clips et textes vraiment curieux pour des événements comme celui-ci. Pas RT. Mais il n'y a pas eu de changement de position russe. Ce qu'il y avait eu avant cette réunion, si j'ai bien compris de mes sources russes, qui ne parlaient pas de manière euphorique, qui parlaient de manière réaliste, qui étaient en mesure de savoir et dont les positions devaient leur donner accès, je les teste depuis des semaines maintenant, leur point de vue était que, pour le dire de manière très simple, la position de Trump, telle qu'exprimée par Witkoff il y a une semaine au Kremlin, était la suivante. Donnez-moi un cessez-le-feu pour que je puisse sortir de cette guerre. Très simple. Donnez-moi un cessez-le-feu pour que je puisse sortir de cette guerre. Lorsque Poutine le dit lors de la conférence de presse, et gardez à l'esprit, comme vous l'avez noté, qu'il s'agissait d'un discours écrit, il le lisait, cela avait été préparé avant la conférence de presse, on peut dire que cela avait été préparé avant son atterrissage, il aurait pu être modifié et quelque chose aurait pu être changé de manière significative au cours de la procédure, mais le président Trump a une capacité d'attention très limitée. Il pouvait à peine rester assis ou debout, sans bouger, écoutant Poutine parler pendant 8 minutes sur 12. Gardez à l'esprit que Trump n'avait aucun document préparé du tout. Il a improvisé à sa manière et a terminé.
Ce qui s'est passé, c'est que la partie russe a accepté. Comme l'a dit Poutine, le président Trump n'est pas le premier choix que nous aurions imaginé, mais il est le seul choix que nous ayons pu imaginer, celui qui a été pratiquement présent. C'est lui qui s'efforce de mettre fin à cette guerre. D'abord. Deuxièmement, Trump et Poutine ont convenu que si Trump avait été président, ce serait un mythe, mais ils ont convenu publiquement, et Trump a répété ce que Poutine avait accepté. Si Trump avait été président, il n'y aurait pas eu une telle guerre. John, j'aimerais vraiment montrer ce clip. J'allais vous poser la question. Alors, autant partager cela maintenant. Désolé pour ça, d'accord. Et encore une chose, je voudrais vous rappeler qu'en 2022, lors du dernier contact avec une administration précédente, j'ai essayé de convaincre mon ancien collègue américain qu'il ne fallait pas amener la situation au point de non-retour lorsqu'il s'agirait d'hostilités. Et j'ai dit très clairement à l'époque que c'était une grosse erreur. Aujourd'hui, le président Trump a déclaré que s'il avait été président à l'époque, il n'y aurait pas eu de guerre, et je suis sûr que ce serait effectivement le cas. Voilà. Donc, il reprend à son compte la déclaration répétée à maintes reprises par Trump, selon laquelle, s'il avait été président, lors de la dernière administration, la guerre en Ukraine n'aurait jamais eu lieu. Désolé. Veuillez continuer, John. C'est très important. Cela nous amène à la question de ce qui avait été convenu à l'avance et donc quel était le but de cette réunion pour la partie russe et pour la partie américaine, pourquoi elle était beaucoup plus courte que prévu et pourquoi le vice-président Vance n'était pas là du tout. Il était en Angleterre en tant qu'invité officiel du ministre britannique des Affaires étrangères. Ce sont tous des éléments importants, appelons-les des éléments de preuve corroborants. Je crois que mes sources russes sont correctes. Il y avait un accord de principe préalable. Trump dit « Donnez-moi un cessez-le-feu pour que je puisse sortir de cette guerre ». La partie russe affirme « Nous adhérerons à l'idée que si nous vous donnons un témoignage de bonne foi, vous vous retirerez de la guerre ». Nous renforcerons ainsi la position selon laquelle, si la guerre est perdue, ce seront les Européens et Zelensky qui l'auront perdue, pas vous. La Russie reconnaîtra que la Russie et les États-Unis ne veulent pas se faire la guerre, du moins pas en Europe. Il faut écouter ce que Trump a dit sur la Chine dans l'intervention avec Hannity sur Fox, quelques minutes après cette conférence de presse. Et ce que la partie russe comprend de la position américaine était exposé dans un texte écrit pour Exeft lors d'une réunion du Conseil de l'OTAN, jeudi, je crois. En substance, et nous en avons déjà parlé, le point de vue russe est le même que le point de vue américain. Les États-Unis ne financeront ni n'armeront directement la guerre en Ukraine. Si les Européens ou le Royaume-Uni peuvent acheter des armes et veulent continuer à se battre contre l'accord de principe américano-russe sur un cessez-le-feu et qu'ils perdent, c'est leur position. Les États-Unis ne vont pas se retirer de cet accord. J'aimerais présenter cela car je voudrais vous montrer à nouveau cet extrait. Vous et moi sommes sur la même longueur d'onde concernant ce qui est vraiment important ici. J'aimerais vous montrer un extrait d'une récente interview de J.D. Vance dans laquelle il dit essentiellement ce que vous venez de dire. Alors s'il vous plaît, écoutez bien. Nous en avons fini avec le financement de la guerre en Ukraine. Fondamentalement, le président doit forcer le président Poutine et le président Zelensky à se réunir pour régler leurs différends. Nous disposons de nombreux leviers économiques et nous sommes prêts à les utiliser pour instaurer la paix. Et c'est un événement majeur qui s'est produit. Concernant votre remarque sur les armes, ce que nous avons dit aux Européens, c'est simplement que tout d'abord, c'est votre affaire. C'est votre affaire. Vous devez vous mobiliser et jouer un rôle plus important dans cette affaire. Nous en avons fini avec le financement de la guerre en Ukraine.
nous voulons parvenir à un règlement pacifique. Nous voulons mettre fin au massacre, mais les Américains, je pense, en ont assez de continuer à envoyer leurs troupes, leur argent, leurs impôts, s'investir dans ce conflit particulier. Mais si les Européens veulent intervenir et acheter des armes à des producteurs américains, nous sommes d'accord, mais nous ne financerons plus cela nous-mêmes. D'accord. Je dois intervenir ici, John, car je suis fixé là-dessus. Avant de souligner, vous savez ce que je veux dire, la contradiction inhérente entre les positions exprimées dans cette vidéo. Je tiens à rappeler qu'en février, le secrétaire américain à la Défense, Peter Hegseth, si je ne m'abuse, a prononcé un discours à Bruxelles devant ses homologues européens et des responsables de l'OTAN sur la division du travail entre les États-Unis et l'Union européenne. Alors que Vance, dans cette vidéo que nous venons de voir, est plutôt évasif sur la vente d'armes, il dit « Écoutez, si les Européens veulent acheter nos armes et les donner à l'Ukraine, nous sommes d'accord. » Hegseth était en fait, je pense, plus ferme et a essentiellement dit qu'il fallait augmenter drastiquement les dépenses militaires et acheter des armes, y compris chez nous, les Américains, et les donner à l'Ukraine, assumant donc la responsabilité de poursuivre ce combat, tandis que nous, les Américains, nous redirigerons nos ressources et nos efforts vers la République populaire de Chine et d'autres ennemis présumés comme l'Iran. Je ne peux pas croire que les gens prennent au sérieux l'idée que l'administration Trump veuille mettre fin au massacre, mais encourage les Européens, voire insiste. C'est ainsi que j'interprète le discours de Hegseth, selon lequel ils augmentent drastiquement leurs dépenses militaires, achètent des armes aux États-Unis, puis les transfèrent en Ukraine. Comment cela est-il cohérent avec leur volonté affichée de mettre fin au massacre en Ukraine ? Cette cohérence s'explique, Dimitri, si l'on accepte la position tacite des États-Unis selon laquelle la guerre est perdue et que rien des Européens et que rien de la part des Européens ne pourra sauver le régime ukrainien à Kiev. Hegseth a répété cette phrase dans un discours jeudi dernier. Je vais la lire. C'est presque la même chose, dit Hegseth, mais ce n'est pas lui qui l'a écrit, il est incapable. C'est Colby Eldridge, sous-secrétaire à la Défense pour la politique. Là où les cerveaux commencent et s'arrêtent au Pentagone, d'accord ? Je lis mes notes et je consulte mes notes. Nous pouvons établir une division du travail qui maximise nos avantages comparatifs en Europe et dans le Pacifique. Les États-Unis se concentreront sur la guerre contre la Chine. Si les Européens veulent combattre la Russie sur le champ de bataille ukrainien, Vance et Hegseth proposent de leur vendre des armes, sans garantie de victoire. Ils perdront la guerre. Mais la partie russe dit « D'accord, nous avons entendu cela. Il s'agit d'une stratégie de séquençage. Vous voulez passer à autre chose. Nous avons dit que les causes premières de la guerre, les causes profondes, sont l'avancée de l'OTAN pour nous détruire. La plateforme ukrainienne est un poste avancé pour nous détruire. C'est pourquoi nous vous accorderons un cessez-le-feu. Mais vous nous prouvez que la guerre est finie pour vous. Vous ne faciliterez pas secrètement la plateforme et ne l'appellerez pas une guerre européenne. Non. Mes sources russes, eh bien, nous pouvons nourrir beaucoup de scepticisme à ce sujet, mais comprenons comment elles pensent et pourquoi elles pensent que c'était un bon résultat et pourquoi c'était si court. D'accord. Premièrement, les Russes pensent que les États-Unis ont accepté l'intégration des 4 régions, ainsi que la Crimée. Deuxièmement, une certaine forme de garantie de sécurité qui incarne la démilitarisation de l'Ukraine du point de vue russe et la protection de ce qui reste de l'Ukraine du point de vue européen et américain. Et cela pourrait être une mission non-OTAN qui pourrait inclure des Européens, qui pourrait inclure des non-Européens, a ajouté Hegseth dans son discours. Non-Europeans in it, may have non-Europeans in it.
La chose essentielle est laissée de côté parce que c'est le travail de Vance en Angleterre de convaincre les Européens, à commencer par les Britanniques, qu'il ferait mieux de signer les termes que Trump et Poutine ont acceptés. Ou sinon, ils peuvent faire face à la guerre seuls et la perdre, parce que c'est l'accord. Si vous voulez, c'est que Poutine laissera Trump s'en tirer pour avoir perdu la guerre et lui donnera la tribune pour avoir gagné la paix. Ces deux affirmations sont des bêtises. Ok, nous le savons, tout le monde le sait. Mais Poutine a tout à fait raison. Trump est la seule possibilité qui se présente à Washington DC d'une solution moins destructrice, moins violente que celle que les Européens ont en tête, que celle que le mini-chancelier allemand a en tête, etc. Cela ne signifie donc pas que du point de vue de l'Empire, les États-Unis abandonnent l'OTAN ou abandonnent le renforcement et le réarmement de l'Allemagne. Le nouveau redéploiement des armes nucléaires sur tout le front nord, à travers le front arctique, sur le front extrême oriental jusqu'à la frontière chinoise, sans parler de la frontière sud avec la guerre contre l'Iran, la guerre contre la Palestine, la guerre que les États-Unis commencent à développer dans le Caucase du Sud, en Arménie et en Azerbaïdjan. Et cela ne signifie pas non plus que, du point de vue russe, il y ait d'illusions sur deux choses. L'une d'elles est que les États-Unis sont un État impérial en expansion qui menace la Russie. Il ne s'agit donc pas d'une conversion. La deuxième, que tout ce que signent les États-Unis est digne de confiance. Aucune illusion là-dessus non plus. Mais d'un autre côté, nous voici devant un test de Poutine et Trump face à face pour la première fois depuis que Trump est au pouvoir, pour établir si ce qu'il dit est ce qu'il fera. Et vous avez entendu avant cela la voix de la journaliste avant qu'elle ne pose à M. Poutine la question de savoir s'il va arrêter de tuer des civils. Et au fait, Poutine parlait en anglais à Trump. Il parle assez bien anglais, il comprend certainement l'anglais. La question était, êtes-vous prêt pour un cessez-le-feu? Et c'est une question cruciale dont nous avons déjà parlé. La demande européenne a été exprimée par le général Kellogg, représentant de Trump, qui n'a pas été autorisé à assister à cette conférence. Il y avait d'autres généraux américains en Corée, le général Kane du comité des chefs d'état-major interarmés et le général Grinkiewicz, le nouveau commandant suprême des forces alliées en Europe. C'étaient des généraux, pas quelqu'un comme Kellogg. Ce qui est entendu ici, c'est que la partie américaine doit prouver qu'elle se retire définitivement de cette guerre. Et qu'un cessez-le-feu est quelque chose que la Russie est prête à offrir sous ces conditions. Alors désolé, quand vous parlez de conditions, je ne vous ai pas entendu mentionner la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Est-ce que vous comprenez, d'après vos sources russes et les informations dont vous disposez, que cela fait partie de cet accord, que les États-Unis s'opposeront à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ou ont-ils, comme vous le comprenez, mis cette question de côté? Il n'y a aucun doute là-dessus. Je viens de vous lire exactement ce qu'il a dit jeudi. Les États-Unis ne croient pas que l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN soit une solution réaliste et le résultat d'un règlement négocié. Au contraire, toute garantie de sécurité doit être soutenue par des troupes européennes et non européennes compétentes, déployées dans le cadre d'une mission hors OTAN.
Donc, du point de vue russe, il n'y a pas de doute. Si les États-Unis disent la vérité, si on peut croire le secrétaire à la Défense lorsqu'il le dit au Conseil de l'OTAN, pas d'adhésion à l'OTAN. Mais ce n'est qu'une formalité dans la mesure où une plateforme de combat ukrainienne a été construite sans adhésion à l'OTAN. Et c'est pour cela que les guerres sont menées. Je vous dis donc que les sources russes croient que Trump est sincère dans son accord sur chacune de ces dispositions. Pas d'incorporation à l'OTAN des 4 régions, plus la Crimée, pas de garantie de sécurité pour l'Ukraine, et, très important, pas de sanctions secondaires contre l'Inde et la Chine. Pas de tentative de détruire le commerce international du pétrole et l'abandon, la non-application, des sanctions primaires contre la Russie. La guerre des sanctions va être levée. Maintenant, toutes ces choses ne peuvent pas arriver en même temps. Il est peu probable qu'elles soient mises par écrit, même maintenant. Mais ce qui s'est passé en Anchorage a été le test d'une chose dont la partie russe, et en particulier le président Poutine, n'était pas sûr. Que se passe-t-il entre le président du Conseil des Affaires étrangères, Lavrov, par exemple, qui donne au ministre des Affaires étrangères et au secrétaire d'État Rubio un ensemble très clair de conditions et de messages à transmettre à Washington. Ce qui se produit. Que se passera-t-il lorsque le président Poutine accueille M. Witkoff au Kremlin et lui donne un ensemble de conditions très claires à transmettre à Washington? Ce qui se produit? Réponse. Ces derniers mois, la partie russe a vu Trump dire une chose, puis quelques heures plus tard, en dire une autre. Trump says one thing, and then within a few hours he says another thing. He contradicts himself. Il se contredit comme il l'a fait à l'aller dans l'avion en direction d'Anchorage. Il a déclaré « Je veux un cessez-le-feu immédiat, je serai déçu s'il n'y en a pas ». Il dit aussi, lors de la conférence de presse, « Je ne vais pas laisser les Européens me dire quoi faire ». Les contradictions sont évidentes. Il fallait donc que la partie russe dise à Witkoff « D'accord, nous avons compris votre message, mais nous voulons l'entendre de la bouche de Trump. Nous dirons à Trump ce que nous venons de vous dire, Monsieur Witkoff, et nous voulons entendre ce qu'il a à dire. Si vous souhaitez un cessez-le-feu, nous vous l'accorderons, mais vous nous accordez la fin de la guerre impliquant les États-Unis. Cela implique l'arrêt du partage de renseignements pour les attaques contre la Russie, l'arrêt des livraisons d'armes, directes ou indirectes. Or, ce n'est pas encore clair. Par conséquent, le cessez-le-feu n'est pas encore clair. Mais ce qui est clair, et cela a été clairement exprimé dans l'interview de Hannity, c'est que Trump a accepté de ne pas imposer de sanctions secondaires à l'Inde et à la Chine dans les prochaines heures. Il a dit des semaines. Deuxièmement, la question de la non-application des sanctions principales est en suspens. Nous sommes donc dans une période de test. Pourquoi la réunion a été si courte? Parce que le président Poutine testait la capacité de Trump à entendre ce qu'il avait à dire. Rappelez-vous ce qui s'est passé lors d'une séance de 2h45 et notez ce qui n'a pas eu lieu. C'était pourtant prévu, selon l'annonce de Yuri Ushakov sur le site web du Kremlin, mais pas au programme de la Maison-Blanche. Il devait y avoir une série de discussions en tête-à-tête, Poutine et Trump avec leurs interprètes. Cela n'a pas eu lieu. Au lieu de cela, il y a eu 3 face à 3. Trump ne voulait pas être présent, ne voulait pas être seul avec Poutine. À la place, il y a eu Rubio et Witkoff. Du côté russe, Lavrov et Ushakov, et il n'y a rien eu d'autre. Il devait y avoir une délégation élargie. Il y avait 16 responsables américains, parmi lesquels tous les hommes d'affaires, les riches que Trump a embauchés comme membres du cabinet.
Witkoff comme émissaire, Lutnick comme secrétaire au commerce, Besant comme secrétaire au trésor. Ce sont tous ces hommes qui veulent faire des affaires et qui sont donc disposés à discuter de l'allègement des sanctions sur la Russie. Ils sont tous présents, mais ils ne participent pas. En fait, du côté russe, leur équivalent en riche, Kirill Dmitriev, représentant des oligarques, Dmitriev se met en avant lors de toutes ces réunions, mais il était complètement isolé. Exactement comme la réunion que Lavrov avait organisée en Arabie Saoudite il y a quelques mois. Encore une fois, Dmitriev se dématérialise. Lors de cette réunion, en 2h45 minutes, et on peut soustraire 30% de ce temps pour la traduction, il reste environ 1h30 de plus pour les discussions. Et devinez qui a fait toute la conversation. Finalement, vous avez entendu Poutine lire un discours pendant 8 minutes sur 12. Poutine sait, tout le monde sait, que Trump ne peut pas rester assis plus de 5 minutes. Et l'analyse de son langage corporel, même lors de cette conférence de presse, est très intéressante. Il n'aurait pas pu gérer un tête-à-tête. Rappelez-vous, il ne lit pas, il ne maîtrise pas très bien les termes. Il avait le cessez-le-feu dans la tête, mais il avait besoin de l'accompagnement de ses deux aides. Et donc Poutine a mis sa patience à rude épreuve, au point de craquer. Je ne peux pas dire que il a dit « j'en ai assez de ça, rentrons à la maison, nous sommes d'accord ». Mais plutôt, j'ai écouté le gars, nous allons bien réfléchir, mais je n'en ai plus besoin. Je ne veux pas déjeuner en Corée, je n'ai pas besoin de mes fonctionnaires. S'ils veulent gagner de l'argent, qu'ils échangent leur pot de vin. Laissez-les enrichir mon fils grâce aux sociétés de crypto-monnaies à Dubaï. Tout ça, c'est parti d'ici. Je rentre à la maison, bingo. Cette affaire se termine à toute vitesse. Pourquoi ? Parce que c'était une manière pour les Russes de tester ce que Trump voulait entendre. C'était aussi un test pour Trump sur ce que dirait Poutine, mais aussi un test de la problématique de Trump. Pouvait-on compter sur les Russes pour accepter de ne pas défaire ouvertement les États-Unis en Ukraine ? C'est ce qui l'intéresse. Il ne veut pas être le président responsable d'un nouvel abandon de Saïgon. Il ne veut pas être le président de l'abandon de Kaboul. Il veut que les Européens, s'ils sont assez stupides pour payer Trump, pour perdre cette guerre, en soient tenus pour seul responsable. Et donc il a envoyé Vance. Pourquoi Vance n'est-il pas là ? Car Vance y est allé, il a, ou du moins été annoncé comme étant le chef de la délégation soutenant Trump dans la presse américaine. Or il n'était pas là. Et personne dans la presse américaine n'ose nous dire pourquoi il ne l'a pas été. Eh bien tu sais où il était ? Il a été rapporté qu'il était parti à la pêche dans les Cotswolds avec le ministre des Affaires étrangères, Lamy. Ce n'était pas vraiment des vacances, n'est-ce pas ? Alors que fait Vance ? Poursuivez s'il vous plaît, continuez votre réflexion sur Vance. D'après ma lecture, le travail de Vance est des plus importants. Il n'est pas là pour s'asseoir et écouter. Il peut écouter un peu plus longtemps que Trump, c'était le problème de Trump. Il a dû s'asseoir et écouter. D'accord. Le peuple russe peut s'asseoir et écouter Poutine pendant 4 heures chaque mois de décembre, une performance incroyable de la part du président et une performance incroyable de la part du peuple russe. Mais Trump n'a pas même 5 minutes de patience pour écouter. Le travail vraiment important de Vance, c'est donc de mobiliser les Britanniques pour montrer la voie en Europe, afin d'obtenir l'adhésion de Zelensky à la mise en œuvre d'un cessez-le-feu qui permettrait aux États-Unis de sortir de la guerre et de mettre fin à la guerre du point de vue de Trump. D'accord. Et c'est un échange de signaux de cette confiance qui reste encore à prouver.
Mais c'est ainsi que nous, les Russes, avons commencé. C'est pourquoi les sources russes, avec lesquelles j'ai parlé toute la nuit, pensent que c'était un succès significatif pour Poutine, permettant un succès significatif pour Trump, mais qui ne peut être annoncé parce que, regardez la presse occidentale. Trump n'a pas réussi à obtenir un cessez-le-feu de Poutine. Non, pas d'un point de vue russe. Mais il est clair que, après ces années de méfiance envers les Américains qui n'ont de cesse de détruire la Russie, ça reste le meilleur pari que les Russes peuvent faire pour arrêter cela, sur un champ de bataille, sans pour autant se faire d'illusions sur tout le reste. D'accord. Alors juste pour revenir au point très important que vous avez soulevé à propos de l'interview de Hannity, je veux juste dire à notre public exactement ce qui a été dit. Trump a déclaré à Fox News qu'après avoir réalisé des progrès avec Poutine, il s'abstiendrait d'imposer des droits de douane à la Chine pour l'achat de pétrole russe. Apparemment, Trump n'a pas mentionné l'Inde, un autre acheteur majeur de pétrole brut russe, qui s'est vu imposer un tarif total de 50% sur les importations américaines. La citation est tirée de cette interview. À cause de ce qui s'est passé aujourd'hui, je pense que je n'ai pas besoin d'y insister, en référence aux tarifs douaniers chinois. Et Trump continue en disant « Je devrais peut-être y réfléchir dans 2 ou 3 semaines ou quelque chose comme ça, mais nous n'avons pas à y penser maintenant. » Et bien sûr, la date limite pour imposer ces droits de douane, ces sanctions secondaires, est passée. Question à son sujet. Juste une autre observation. J'imagine que c'est intéressant qu'il ait amené Rubio à cette réunion. Parce que, tout d'abord, nous savons tous que Rubio est un néoconservateur. J'imagine que Rubio est probablement parmi ceux dans ce cabinet qui ne veulent pas voir les États-Unis se retirer. Je ne suis pas convaincu que Rubio veuille réellement cela, mais en tout cas, j'imagine que c'est probablement la première fois que Rubio rencontre réellement Vladimir Poutine. Je ne peux pas imaginer une circonstance dans le passé où Rubio aurait eu l'occasion de s'asseoir et de parler à Poutine en tête-à-tête. Donc peut-être que cela a eu un impact positif sur la vision que Rubio se fait de ce conflit, mais cela reste à voir. Ce dont je veux vraiment parler ensuite, John, c'est de ce commentaire de Trump dans les quelques minutes où il a parlé lors de la conférence de presse avec Vladimir Poutine. Je crois que nous avons eu une réunion très productive. Il y a eu de nombreux points sur lesquels nous étions d'accord, la plupart d'entre eux, je dirais quelques points importants sur lesquels nous n'avons pas encore tout à fait réussi, mais nous avons fait quelques progrès. Donc il n'y a pas d'accord tant qu'il n'y a pas d'accord. J'appellerai l'OTAN dans quelques instants, j'appellerai les différentes personnes que je considère comme compétentes. Et bien sûr, j'appellerai le président Zelensky pour leur parler de la réunion d'aujourd'hui. En fin de compte, c'est à eux de décider. Ils vont devoir être d'accord avec ce que disent Marco, Steve et certaines des personnes les plus importantes de l'administration Trump. À présent, John, vous l'avez entendu dire que c'est finalement à eux de décider. Exactement. Je trouve ça tout simplement comique. Je suis désolé d'être, vous savez, irrespectueux envers Trump. Ce n'est certainement pas la première fois que je manque de respect à Trump et ce ne sera pas la dernière, mais je trouve cela comique. Je veux dire, comme Trump lui-même l'a dit à la Maison-Blanche, à Volodymyr Zelensky il y a quelques mois, vous n'avez aucune carte en main. Car vous savez, son gouvernement dépend complètement et totalement des services de renseignement militaire et de l'aide économique américains. Donc, il semble qu'ils prétendent maintenant doter Zelensky d'un droit de vote sur tout accord conclu avec la Fédération de Russie. Alors que pensez-vous de ce commentaire ? Tout d'abord, est-ce qu'il essaie simplement, vous savez, de perpétuer le mythe selon lequel l'Ukraine reste un État souverain ? Ou bien est-ce qu'il confère effectivement à son vassal, parce que je pense que c'est la meilleure façon de voir Zelensky, un droit de veto sur tout accord qu'il a conclu avec le président russe ? Et si Zelensky peut effectivement opposer son veto aujourd'hui, s'il peut faire échouer l'accord, pourquoi penserait-il qu'il ne va pas le faire ? Je veux dire, n'ont-ils pas publié la déclaration de Zelensky après avoir rencontré les Européens ?
Cette demande maximaliste, vous savez, fantastiquement ridicule, que la Russie paie des réparations et se retire de tout le territoire et que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN et qui sait, vous savez, que la Russie récure l'évier de la cuisine de votre oncle Bob. Je veux dire toutes les demandes imaginables que l'Ukraine pourrait faire. Oh, et j'oubliais pas de lever de sanctions contre la Russie. C'était la situation. Zelensky a toujours été maximaliste. Donc il me semble que s'il a effectivement la capacité, si l'administration Trump lui donne l'autorité de faire échouer l'accord, il est pratiquement certain qu'il le fera. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Eh bien, Dimitri, vous êtes ici un avocat de premier ordre pour le contre-interrogatoire et vous venez d'amener Trump à la barre des témoins et vous avez déchiré son témoignage. Comment cela peut-il avoir un sens? Monsieur, offrez-vous un veto à l'homme que vous considérez, comme vous l'avez dit, Dimitri, comme n'ayant plus aucune carte à jouer. Et les seules cartes qu'il a sont celles qu'on lui a données. Les seules autres cartes qu'il aura sont celles que les Européens m'achèteront. Pour vous donner ma réponse d'un point de vue russe, à ce stade de l'épreuve, nous avons dépassé le stade que nous n'avions pas atteint avant que ces deux présidents ne se rencontrent. Pour nous, ce qui se passe, c'est que Trump se prépare pour le moment ultime. En fin de compte, tu as trouvé le bon adverbe là. C'est exactement ce qu'il a dit. C'est en fait une clause contractuelle de non-responsabilité. Vous les gars, vous voulez continuer à vous battre? Vous pouvez m'acheter ces trucs, mais je n'en ai plus, rupture de stock. Et si tu perds, je ne viendrai pas à ton secours. Donc, à mon avis, la partie russe interprète cela comme le fait que Poutine accepte de proposer un cessez-le-feu à des conditions qui n'ont pas été négociées, mais qui sont intrinsèquement conditionnées à ce que Trump et Vance obtiennent des Européens qu'ils fassent pression sur Zelensky. S'ils ne le peuvent pas et que leur plan échoue, le cessez-le-feu n'entrera pas en vigueur. Trump a tout offert à Poutine en échange de tout ce que Poutine lui a promis. Pour commencer, Trump avait dit qu'il voulait un cessez-le-feu et cela a échoué. Pourquoi? Parce que Zelensky et les Britanniques, et les Français, et surtout les Allemands, refusent. Alors Trump leur dit « Je vais juste prévenir ma direction commerciale. Vous pourrez leur acheter tout ce que vous voulez, mais si vous perdez seul, sans moi. Je suis déjà en route pour combattre l'Iran. Pour combattre l'Iran via le Pakistan. Je pars dans cette direction en combattant l'Iran depuis l'Azerbaïdjan. Je suis en route pour la Chine. Je suis en route pour enchaîner d'autres guerres où les États-Unis ont plus à gagner. » Pendant ce temps, qu'est-ce que Poutine a obtenu pour ses alliés? Du temps. Alors ce n'est pas une reconnaissance de dette écrite. Les termes de l'accord pour poursuivre les négociations sont les mêmes que ceux autrefois faussement promis à l'Iran. Mais plus on discute, moins on attaque l'Iran avec des sanctions secondaires que Trump a promises à l'Inde, à Modi, à Xi. La semaine prochaine, M. Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères, conduira une très grande et importante délégation indienne à Moscou pour la Commission économique intergouvernementale annuelle indo-russe. Mais le gros titre en Inde, c'est qu'il s'agit de discuter du commerce de la roupie. Qu'est-ce que le commerce de la roupie? C'est la solution au problème. Le gouverneur de la Banque centrale, Naboulina, soutenu par Poutine, a refusé de le résoudre, ce qui empêche la Russie, le Canada et l'Inde de poursuivre leurs échanges pétroliers malgré les sanctions secondaires américaines. L'Inde et la Russie ont besoin de temps pour résoudre un problème que du point de vue indien, Naboulina et d'autres proches du président du Kremlin, au sein de l'administration économique, ont refusé de régler jusqu'à présent.
On y arrive. La semaine prochaine, il y a de fortes chances qu'avec le temps que Poutine aura passé avec Trump, les Indiens et les Russes parviennent à un meilleur accord sur la manière de commercer sans dollars et de protéger le commerce pétrolier des menaces de sanctions secondaires, des menaces de sanctions principales et des attaques de pétroliers, comme le complotent les services spéciaux anglo-américains. Donc, du point de vue des pro-russes ou du Kremlin, vous voyez qu'il s'agit d'un accomplissement politique considérable. Vous savez, comme le sait notre public, que la politique est une affaire de succès à très court terme, que ce soit 3 semaines, 1 mois, 2 semaines, ou moins, ou plus. Beaucoup a été appris en relativement peu de temps. De là cette concession de la part de Poutine. Bien sûr, la presse néoconservatrice, la presse ukrainienne, la presse pro-OTAN ont affirmé que Trump avait perdu et que Poutine avait gagné. Eh bien non, ce n'est pas tout à fait que Poutine a gagné, du moins du point de vue russe, mais j'espère que c'est clair, d'un point de vue circonstanciel, c'est ce que le président russe a dû comprendre et gérer en faisant ces concessions qui ont permis à Trump de sauver la face, car en principe ce sommet aurait pu avoir lieu il y a des mois, n'est-ce pas ? Le plus ridicule dans le fait qu'ils affirment que Trump a perdu, c'est que la guerre est déjà perdue. Elle l'était avant même l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. La question est donc de savoir comment remettre de l'ordre dans ce chaos. La question n'est pas de savoir qui a gagné et qui a perdu cette guerre. C'est déjà connu et reconnu. Ce qui m'amène à ma question suivante. Nous n'avons pas parlé de l'état du champ de bataille qui, dans une large mesure, doit être à l'origine de tout cela, et certainement influencer le comportement des différents belligérants. Quelle est votre évaluation? Et plus important encore, que pensez-vous de l'évaluation de l'armée russe sur l'état du champ de bataille en Ukraine aujourd'hui? Globalement, on observe une accélération des mouvements opérationnels vers l'ouest. Il ne s'agit plus d'avancées tactiques. De petits nombres se déplacent sur le terrain pour gagner de petits territoires. Aujourd'hui, de très vastes territoires sont libérés. Au niveau opérationnel, un nombre croissant de troupes, de drones et une coordination aérienne et terrestre sont nécessaires pour progresser dans la zone dite démilitarisée, ainsi les régions de Dniepropetrovsk, Soumy, etc. Parallèlement, il convient de noter que depuis février, lorsque le président Poutine a proposé de suspendre la campagne de guerre d'infrastructure, la Russie n'a plus attaqué les nœuds ferroviaires, l'énergie qui alimente les trains ukrainiens de la Pologne à Lvov, Kiev, à l'ouest et vers le front de l'Est. Il me semble que cela change avec la fréquence croissante des attaques russes contre les nœuds ferroviaires et routiers ukrainiens et la capacité à empêcher un renforcement accru et amélioré des forces ukrainiennes au front. Le front continue donc de progresser vers l'ouest à un rythme plus rapide qu'auparavant. Le bulletin de défense quotidien que je lis indique un niveau de perte ukrainienne annoncé par le ministre russe de la Défense d'environ 1300 hommes par jour.
Ignorez les déclarations de Trump sur les pertes et ne croyez pas les annonces du ministère de la Défense concernant les pertes ukrainiennes. Ce que je dis, c'est que les chiffres montrent un taux de pertes ukrainiennes élevé et croissant à mesure que les forces russes progressent vers l'ouest. Il existe un excellent officier hongrois indépendant, Mark Takacs, dans une certaine mesure pro-ukrainien, qui analyse toutes les 2 semaines ou tous les mois les archives ukrainiennes, principalement en open source, des opérations de guerre tactique et opérationnelles sur le terrain, à chaque point du front, de Soumy à Odessa. Je recommande à tous de consulter ce document, car il s'agit d'un officier d'infanterie, plutôt anti-russe, utilisant principalement des données ukrainiennes. Des sources ukrainiennes identifient les tendances que je viens de résumer. Sans ces preuves, je ne serais pas aussi confiant. Ce serait de la propagande. Takacs ne fait pas de propagande. Il fournit un compte-rendu assez correct de ce qui se passe sur le champ de bataille. J'espère que cela répond à votre question. Si les choses continuent ainsi, la capacité ukrainienne de commandement et de contrôle au niveau opérationnel, au niveau des colonels, se désintègre rapidement. Donc, pour ce que ça vaut, je ne suis pas un expert militaire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit et vous avez ajouté des éléments à ma compréhension de l'état actuel du champ de bataille. Ceci m'amène à ma dernière question. Compte tenu de la détérioration rapide de la situation, John, pour les forces ukrainiennes, je ne veux pas plaisanter, ce qui est arrivé au pays est tragique. Mais ce qui me fait rire, c'est la disparité entre ce que vous venez de décrire, qui me semble tout à fait juste, et la position maximaliste du régime de Zelensky, apparemment soutenu par tous les grands pays européens et leur gouvernement. Il semble que ce soit aussi leur position. Comment expliquer, peut-être que je vous demande de les psychanalyser, mais comment expliquez-vous qu'ils soient si maximalistes dans leurs demandes contre la Fédération de Russie, compte tenu de la détérioration rapide de la situation sur le terrain ? Je pense qu'une partie a été apportée par les Ukrainiens eux-mêmes. Alexei Arestovitch, ancien conseiller du cabinet présidentiel de Zelensky, publie un blog quotidien. Il y distille une philosophie personnelle qui ne m'intéresse pas tant que ça. Mais il affirme clairement qu'aucun des candidats proposés par les puissances extérieures ou la presse ukrainienne comme alternative à Zelensky le général Zalouzny, ambassadeur à Londres, l'ancien président Porochenko, resté en Ukraine, ainsi que d'autres candidats possibles, ne représentent pas un changement de cap significatif. Il prévient donc que les tentatives de remplacer Zelensky par ces alternatives ne sont pas des alternatives du tout et ne changeront rien. The attempts to replace Zelensky with these alternatives aren't alternatives at all, won't make any difference. I have another question though. How generous can Putin be in the ideological, in their philosophic demands to Kiev regime and the project anti-Russia? Well, this matter is likely going to be solved on the next phase, Alexander, with the new leadership of Ukraine, because elections will happen not for nothing. They likely will be discussing, and Trump will likely agree to that all sanctions have to be removed from all the Zelensky's opposition, that everybody has to be allowed to run for next president's position, which generally prepares an opportunity to bring new bloods into parliament, into presidential office, who have different view on the future of Ukraine, on our project, different from the Ukrainian insurgency army dugout. And there is another component that people usually miss, and those who try to talk about that, they will usually get
called names. This is the size of a real opposition, not to war and Zelensky government, but to the Ukrainian insurgency army dugout, to the Narrow project, how big resistance is and opposition is to that project. People who are opposing to the vector of Ukraine being anti-Russia. We don't know exactly the volume, the size of this group. We'll see them on the elections, because in elections there likely will be two groups ultimately running against each other. The party of war, where all the nationalists, all the Soros networks and the like will continue pushing for. A lot of politicians will also stay in the party of war because it's very short time window to change your shoes in flight, change your dress in flight and go for a different goal. And the party of peace. Who will lead that party of peace and how many people will support them? That's interesting. And here's what we'll likely face. If the party of peace prevails, depending how many votes they get in the parliament, they will have to face a difficult problem of changing the projectivity of Ukraine on the go. They will have to allow Eastern Orthodox Church, they will have to allow Russian language, they will have to allow a lot of things that Putin was demanding on his side. And that will also create a situation where they will have to stop prosecuting people who do not agree with the Narrow project. So this is a difficult construct, different task to solve. Now, if the party of war prevails in the elections, they will probably continue the conflict for another year, maybe a year and a half, because they have to continue fighting and they will not be able to continue fighting. So they will try to expand the drafting ages, both upward and downward, and very likely they will not be able to support social payments and pensions and medical stuff to the population, and they will lose rather quickly because Putin will likely not go for any agreements with that government. And then Ukraine will likely fall into another turbulence and will have likely more extreme groups forming in the country, pushing back as well as going to fight for the last Ukrainian. But Alexei, we're talking about that option without Zelensky. Oh yeah, Alexander, Zelensky will not be on a political stage in very short term. So now a question, what will the Ukrainians vote for? And whom will they vote for? And whether there will be any elections, because there is also another scenario where the fire is taken out on Bankova Street, then somebody comes from London on a beautiful helicopter and talks with Tymoshenko, Beletsky and Budanov, and between the four of them they figure out some new form of power. But this new power will still not be able to strike a ceasefire with Russia. They will continue to fight. And then they'll run out of money for war, money for social services, and they will be done with not only by Putin on the front, although he will play a significant role and will continue crumbling the front, but they will be killed ultimately as a regime by the grandmas who will be out in the streets protesting that they have no money to eat, to buy food, and they'll have no medical services. And there's nothing you can do with the grannies on the streets. You cannot put them all in jail. And these are two options, right? The party of war, the party of peace. Party of peace is also interesting. There are different undertones there. There is a group that says that we still want to go and join NATO in the party of peace, which likely will not get enough support. He is concerned, Zelensky is concerned with the numbers and that he will have to take this political death as a result of the events happening. So, once again, not every party of peace is worthy. And we understand what the party of war would want to do, but the party of peace that still wants to go for NATO, the one that still wants to restore the borders back in 91, this party of peace will likely just reignite the war again. The party of peace that we need is the one that will be changing the projectivity of Ukraine to a neutral country, to a big neutral multicultural country that will be accepted on all sides, and that
Ukraine, technically, when announced its direction of joining NATO, it violated its own Charter of Independence that they declared early when they were formed. So technically, somebody can bring up a legal question, like somebody like Putin, and say, well, you're violating your own charter by leaning towards NATO. So you are essentially debunking the statehood of your country by these actions. And he may have some case for this. So unfortunately, this was a very horrible step for Ukraine to sign in NATO and itself as an anti-Russia into a constitution. Just the act of going that way, that vector, undermined the original charter of Ukraine. When they added NATO and EU into their constitution, Ukraine delegitimized its existence. Some people may now bring it up on the banner and say, well, you do not have Ukraine that originally was chartered, that chartered itself. So that's why we need a different party of peace that will go to the basics and will try to restore a neutral statehood for Ukraine. Par conséquent, je crois qu'il le dit, mais ne le fera pas. Il a dit ce qu'il n'avait pas dit lui-même, mais il a vu ce qu'un autre Ukrainien du côté russe, Oleg Zdarov, basé en Crimée, que le régime ukrainien a tenté d'assassiner il y a quelques années. Oleg Zdarov publie également une plateforme Telegram et analyse des campagnes de soi-disant réformes. Zelensky a jusqu'à récemment estimé qu'il survivrait à toutes ces attaques contre sa crédibilité, notamment la campagne anticorruption, car il n'y a pas d'alternative. Bon, s'il n'y a pas d'alternative, vous vous battez, n'est-ce pas? Je ne sais pas. J'ai regardé des westerns comme tout le monde. Que se passe-t-il lorsque les peaux-rouges, pour les décrire de manière politiquement incorrecte, attaquent un convoi de chariots? Eh bien, on met les chariots en cercle. On saute derrière pour se mettre à couvert et on pointe son fusil vers les attaquants qui approchent. On barricade les chariots et on ne se demande pas « vais-je survivre à ça ?» On fait de son mieux pour survivre. Eh bien, le fait est que, comme nous venons de le dire, l'Ukraine est sur le champ de bataille et l'Ukraine ne survit pas. Elle est donc progressivement vaincue et anéantie jusqu'à la capitulation. Les alternatives à Zelensky ne sont pas viables. Alors que fait Trump qui mérite qu'on s'en amuse? Eh bien la réponse est « je tiens debout ». Son taux d'approbation présidentielle, d'accord? Rien de ce que fait Trump n'a relevé son taux d'approbation net négatif depuis des mois et des semaines. Tous ces efforts visant le prix Nobel de la paix pour instaurer la paix et sauver des vies dans le monde n'ont convaincu aucun électeur américain de changer d'avis, d'accord? Il doit se rendre à l'évidence. Il doit donc éviter d'être blâmé. Il doit éviter le coup de poignard dans le dos d'avoir perdu la guerre. C'est dangereux. Il pourrait, le taux d'approbation négatif pour sa gestion de la guerre en Ukraine est d'environ moins 6%, s'ajoutant à son taux d'approbation négatif, l'approbation sur l'inflation est pire. Bon, alors que va-t-il faire? Il doit se reconstituer et s'assurer que la seule personne impliquée soit Zelensky et tout Européen assez stupide pour s'y associer. Vance est donc en Angleterre pour s'assurer que Starmer ne soit pas aussi stupide. Que le chancelier Merz veuille également être aussi stupide n'intéresse pas Trump, ni Vance et ses potes, car ils lui vendront toutes les armes. Il a obligeamment offert 50 milliards d'euros de fonds d'investissement achetés. Bon, c'est tout.
Se regrouper, continuer à débiter des absurdités jusqu'à épuisement des munitions et s'assurer que personne, pas un seul Américain, n'accuse Trump d'avoir poignardé l'Ukraine dans le dos et d'avoir vaincu les forces de la liberté et toutes les autres absurdités qui ont été broyées en Ukraine. The forces of freedom and all the other nonsense that have been defeated in the Ukraine. Il doit éviter le coup de poignard dans le dos. Il doit éviter de susciter plus de désapprobation que celle que les électeurs américains lui accordent déjà. Et regardez, voilà un président qui vient de perdre sa guerre à Washington. Bon sang, il a peut-être gagné son invasion militaire de Los Angeles, mais il a tenté d'envahir les forces de police de Washington et de militariser le contrôle du district de Columbia la semaine dernière. Il a perdu au tribunal. Il ne peut pas remplacer le chef de police du district dont il est le principal résident. This past week and he lost in court. He can't replace the police chief of the district in which he's the principal resident. Order on crime in Washington, D.C., taking over the police force. Local officials fighting back, a judge holding an emergency hearing this afternoon. ABC's Olivia Rubin is following the new developments. Today, a federal judge in Washington, D.C. weighing the legality of President Trump's takeover of the local police force. The president making the move earlier this week. I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? And placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control. The D.C. Attorney General filing a lawsuit today claiming the effort is unlawful, writing it amounts to a, quote, hostile takeover. Instead, they argued the law only gives the Trump administration authority to request assistance from the police department. The Trump administration escalating their efforts overnight. Attorney General Pam Bondi ousting the police chief, installing the head of the Drug Enforcement Administration, her handpicked choice as the emergency police commissioner. The current police chief, Pam Smith, firing back, writing in a court filing, quote, in my nearly 3 decades in law enforcement, I have never seen a single government action that would cause a greater threat to law and order than this dangerous directive. Today, the judge appearing skeptical of the administration's actions, asking, how does Bondi derive the power to order the Metropolitan Police Department to do anything directly? And saying, the statute doesn't say the president takes over the police department. This question over who is in charge coming as National Guard members clad in camo driving Humvees descend on the streets of Washington, D.C., stationing at the National Mall and Union Station. Today, a rally outside police headquarters, a protest against the federal takeover. Tiens. D'accord. Pour ce que ça vaut, John, ma meilleure hypothèse quant à la raison pour laquelle les Européens et Zelensky restent maximalistes, c'est qu'ils sont tellement investis politiquement dans leur prétendue victoire que s'ils devaient satisfaire les exigences de la Russie, ne serait-ce que la moitié de ce qu'elle exige, ils comprennent qu'ils seraient évincés du pouvoir en un clin d'œil. Et non pas parce que les Européens sont déterminés à parvenir à cette victoire. C'est parce que beaucoup d'Européens diront que vous avez vendu des faux billets. Vous nous dites depuis février 2022 que l'Ukraine allait gagner cette guerre. Vous nous avez fait investir des sommes colossales dans cette guerre. Vous avez alimenté un conflit que vous auriez pu résoudre depuis longtemps et qui a probablement tué des centaines de milliers, voire des millions de personnes à ce stade. Vous êtes une bande de menteurs, vous êtes des bellicistes corrompus et nous en avons assez de vous. Et je pense que c'est finalement ce qui se passe ici. C'est en tout cas mon hypothèse. Je ne peux pas lire dans leurs pensées, mais il me semble qu'ils essaient de juste désespérément de retarder le jugement dernier le plus longtemps possible. De préférence à un moment où ils ne sont plus assez jeunes pour faire de la politique, donc à la retraite. Eh bien, c'est certainement le cas, mais ils jouent à la politique de circonscription. Ils veulent, oui, ils risquent de perdre sur ce champ de bataille, mais ils veulent préserver les fabricants d'armes comme mécènes. Ils veulent continuer à construire et à financer une guerre contre un ennemi imaginaire. Ils veulent préserver ces votes dans ces régions où tout cela, et si nous prenions chaque pays, l'Italie, la France, le Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, un par un, les circonscriptions électorales seraient différentes.
Mais oui, ils ne peuvent pas soudainement dire que nous voyons la lumière. Pourquoi? Précisément parce que leur guerre de propagande est gagnée. Il n'y a pas une seule presse grand public significative dans aucun des États européens que je connais qui soit anti-guerre. Et avec nous en plateau comme promis, Elena Voloshin, bonjour. Bonjour Philippe. Ancienne correspondante de France 24 à Moscou, vous présentez sur France 24 l'émission Vue de Russie et ce conflit, vous le connaissez très bien, vous l'avez couvert en long et en large. Que vous inspire, Elena, ces images qui sont arrivées d'Alaska? Qu'est-ce qu'il fallait voir? Qu'est-ce qu'il fallait comprendre? Alors les images, elles sont terribles tout d'abord. Avant tout, je pense aux Ukrainiens. On vient d'entendre Emmanuel Chaz, mais c'est important de poursuivre du point de vue ukrainien. Parce qu'effectivement, on a quelqu'un qui a scellé le sort de l'Ukraine pour plusieurs générations, hein, parce que même si ce conflit s'arrête, un conflit d'une telle intensité, ça marque un pays pour plusieurs générations. On a le bourreau, en fait, leur bourreau pour les Ukrainiens, qui est aujourd'hui accueilli sur un tapis rouge. On voit ces images avec, en dessous d'un slogan qui est « On veut la paix ». Et ça, c'est absolument terrible, ça destitue les Ukrainiens de leur statut de victime et ça empêche toute réparation mentale. Il n'y a pas une seule presse grand public significative dans aucun des États européens que je connais qui soit anti-guerre. Il n'y a pas de mouvement anti-guerre aux États-Unis, ni d'une puissance significative comme ce fut le cas pendant la guerre du Vietnam. Donc, ils doivent d'une manière ou d'une autre préserver un système politique différent d'un pays à l'autre, éviter d'être accusés de perdre et d'une manière ou d'une autre gérer la défaite de leur propagande au moment précis où elle a gagné. Ce ne peut pas être une défaite parce qu'ils continuent de répéter qu'ils ont gagné. C'est vrai. Vous et moi et notre public sommes dans la position unique de ne rien croire de tout cela et même de trouver difficile de croire que les gens puissent continuer à y croire. Mais le fait est que nous sommes une minorité. Et ce que nous croyons, nous pouvons l'argumenter et le justifier comme vous l'avez fait, Dimitri, et vos autres invités, sur chacun de ces fronts. Ce que nous pouvons montrer, c'est que le pays n'est pas politiquement adulte dans aucun de ces États. Nous aimerions que ce soit le cas, mais ce n'est pas le cas. Oui. Pour conclure, je lisais la couverture du Guardian ce matin. Ça me peine de devoir lire ce journal, mais je m'y force car il est en quelque sorte représentatif de l'aile dite libérale de la presse grand public dans le monde anglophone. Et c'était tout simplement implacablement hostile. La teneur de la couverture était implacablement hostile à tout accord de paix entre la Russie et les États-Unis. Et c'est censé être l'extrémité progressiste du spectre politique occidental. Je suis donc tout à fait d'accord avec votre analyse, John. Comme toujours, c'est un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup pour vos précieuses analyses et nous suivrons de près l'évolution de la situation dans les semaines à venir pour voir si la mission confiée à J.D. Vance sera un succès. Alors merci encore. Merci Dimitri, bonne chance à nous, bonne chance à toute l'humanité et on se déconnecte pour aujourd'hui. We're signing off today. I'm coming to you from Kalamata on August 16th, 2025.